Pendant 9 ans, sœur Catherine Louise a œuvré au couvent Notre-Dame de la Miséricorde à Lyon, menant une vie de prière, de chasteté absolue et de service des pauvres, conformément à ses vœux perpétuels. Elle était un modèle de vertu religieuse aux yeux de tous, se levant avant l'aube pour les veillées, travaillant sans relâche à l'orphelinat du couvent auprès des enfants abandonnés, observant un silence strict pendant les heures prescrites. Durant ces mêmes 9 années, Baptiste travaillait comme esclave au couvent. Oui, cette institution catholique dédiée à la miséricorde employait 4 esclaves aux travaux forcés, une hypocrisie que personne ne remettait ouvertement en question. Il entretenait de vastes jardins, réparait de vieux bâtiments, transportait de lourdes charges. Il était invisible, comme tous les esclaves étaient formés à l'être. Mais en 1787, un événement absolument interdit et impensable commença dans l'ombre de cette institution religieuse. Catherine Louise et Baptiste, religieuses et esclaves, entamèrent une relation secrète qui violait simultanément ses vœux sacrés et toutes les hiérarchies raciales sur lesquelles reposait la société française. En mars 1789, lorsque Catherine Louise découvrit sa grossesse et que le secret devint impossible à dissimuler, son ventre s'arrondissant sous son habit, la vérité éclata avec un tel scandale qu'elle ébranla non seulement le couvent, mais tout Lyon, et finit par atteindre Paris. L'Église et la société furent alors contraintes d'affronter des questions qu'elles préféraient ignorer. Comment une religieuse dévouée pouvait-elle rompre son vœu le plus sacré? Comment une relation consentie entre une femme blanche et un homme noir réduit en esclavage était-elle possible dans un système qui exigeait une séparation absolue? Et qui était véritablement responsable lorsque le système esclavagiste plaçait hommes et femmes dans une proximité forcée pendant des années, tout en exigeant qu'ils ignorent leur pleine humanité? Abonnez-vous dès maintenant, car il ne s'agit pas d'une simple histoire de séduction ou de faiblesse morale. Il s'agit de la façon dont une solitude dévastatrice, une proximité forcée pendant des années et le déni d'humanité ont créé un lien impossible entre 2 personnes qui ne devraient pas se considérer comme égales, et comment une grossesse impossible à cacher a révélé les contradictions brutales d'un système qui exigeait la chasteté tout en créant des conditions impossibles à maintenir. Dites-nous d'où vous regardez. Ceci est une histoire vraie, basée sur des documents judiciaires et ecclésiastiques de Lyon, relatant une grossesse qui a choqué la France et soulevé des questions sur la nature du consentement, la responsabilité morale et l'identité des véritables victimes dans un système qui victimisait tout le monde. Catherine Louise Beaumont naquit en 1762 dans une famille de petite noblesse appauvrie d'Auvergne. Son père avait dilapidé la fortune familiale dans des investissements désastreux et sa mère mourut de la tuberculose alors que Catherine n'avait que 12 ans. Elle grandit dans un château délabré, au toit percé, dont le mobilier était vendu petit à petit pour éponger les dettes. Son éducation fut assurée par des précepteurs que la famille peinait à payer. À 16 ans, à la mort de son père qui laissa derrière lui d'énormes dettes, Catherine et ses 3 sœurs se retrouvèrent dépendantes d'un oncle qui leur fit clairement comprendre qu'il ne pourrait subvenir à leurs besoins. Leurs options étaient terriblement limitées. Le mariage, si elles trouvaient un prétendant disposé à accepter une dot dérisoire, ou le couvent. Profondément religieuse de nature et terrifiée à l'idée d'épouser un inconnu, Catherine choisit le couvent. Ce n'était pas seulement une fuite. Elle ressentait un véritable appel à la vie religieuse, un désir de servir Dieu et les pauvres. Elle entra au couvent Notre-Dame de la Miséricorde à Lyon en 1778, à l'âge de 16 ans. Après 3 années de noviciat où elle apprit une règle stricte, elle prononça ses vœux perpétuels en 1781, à 19 ans, s'engageant ainsi à la pauvreté, à la chasteté et à l'obéissance pour le restant de ses jours. Elle devint sœur Catherine Louise. Pendant les 9 années suivantes, elle mena une vie rigoureusement structurée, rythmée par la prière liturgique 5 fois par jour, le travail dans un orphelinat où elle prenait soin de bébés et de jeunes enfants abandonnés, des jeûnes réguliers, un silence strict et un isolement quasi total du monde extérieur.
Ce fut une vie difficile, mais pleine de sens, au sein d'une communauté de sœurs, et animée par la conviction de servir une cause qui la dépassait. Baptiste naquit en 1760 dans une plantation de café en Martinique. Sa mère, esclave, fut violée par un contremaître blanc. Il grandit dans les champs et commença les travaux forcés dès l'âge de 5 ans. Son teint relativement clair, dû à ses origines métissées, lui conféra quelques avantages. À 15 ans, il fut choisi pour travailler dans les jardins de la maison principale, plutôt que dans les plantations de café, où il était soumis à des conditions de vie mortelles. Il apprit l'horticulture, en observant le jardinier en chef, et développa un véritable don pour les plantes. À 22 ans, à la mort de son propriétaire, il fut vendu, emmené en France par un marchand et revendu à plusieurs reprises. En 1783, le couvent Notre-Dame de la Miséricorde l'acheta pour 700 livres afin qu'il gère de vastes jardins produisant des légumes pour l'orphelinat et des fleurs pour l'autel. Baptiste avait 23 ans, Catherine 21. Pendant les 4 premières années, de 1783 à 1787, ils eurent peu de contacts directs. Ils travaillaient dans les jardins, elle à l'orphelinat. La hiérarchie était d'une rigidité absolue. Les religieuses ne s'adressaient aux esclaves mâles que pour leur donner de brefs ordres par l'intermédiaire d'intermédiaires. Baptiste apercevait parfois Catherine par la fenêtre, occupée avec des enfants. Elle semblait douce avec les bébés, patiente avec les enfants difficiles. Mais cela ne le regardait pas. Il était esclave. Elle était l'épouse du Christ, et le fossé qui les séparait était infranchissable, quel que soit le critère social ou religieux. Mais en 1787, les circonstances changèrent tout. Une religieuse âgée, responsable du jardin de plantes médicinales, mourut et la mère supérieure nomma Catherine Louise à sa place, car elle avait manifesté un intérêt pour les plantes médicinales destinées à soigner les enfants malades. Catherine travailla donc désormais quotidiennement dans le jardin où Baptiste était toujours présent. Au début, ils maintinrent une stricte distance. Elle travaillait dans la partie des herbes, lui dans celle des légumes, s'ignorant presque. Mais un jardin était un espace restreint. Le travail exigeait une collaboration occasionnelle, et inévitablement, ils commencèrent à interagir. Au début, elle ne donnait que des instructions brèves et formelles. « Baptiste, il me faut plus de compost. »« Oui, sœur Catherine. » Mais peu à peu, leurs conversations s'allongèrent. Elle l'interrogea sur les techniques de culture. Il lui répondit avec les connaissances considérables qu'il avait acquises en 27 ans de travail avec les plantes. Elle fut surprise et impressionnée par l'étendue de son savoir. Il fut surpris que la religieuse écoute réellement ses réponses au lieu de simplement lui donner des ordres. Pendant des mois, tout au long de l'année 1787, un changement subtil mais fondamental s'opéra. Les conversations dans le jardin devinrent moins purement fonctionnelles et plus authentiquement humaines. Catherine commença à demander à Baptiste son avis sur les plantes les plus efficaces pour soigner les maux des enfants. Il répondait avec réflexion, partageant avec elle la connaissance des remèdes traditionnels que sa mère lui avait transmis avant de mourir. Elle commença à le percevoir non plus comme un instrument, mais comme une personne dotée de savoir, d'expérience et d'humanité. Il commença à la voir non plus comme une religieuse distante, mais comme une femme qui se souciait sincèrement des enfants dont elle avait la charge, qui travaillait sans relâche et qui, malgré la vie en communauté, souffrait de solitude. La solitude était bien réelle pour tous deux. Catherine vivait dans une communauté de 25 religieuses, mais les relations y étaient strictement encadrées. Les amitiés privées étaient découragées, car considérées comme une distraction par rapport à la dévotion à Dieu. Les conversations intimes étaient perçues avec suspicion, et tout contact physique, autre que le strict nécessaire, était interdit. Elle vivait entourée de monde, mais profondément isolée émotionnellement. Baptiste vivait dans les quartiers des esclaves avec 3 autres personnes, mais ils se parlaient rarement. Chacun était prisonnier de sa propre souffrance, et la solidarité était limitée par la méfiance engendrée par le système esclavagiste. Aussi,
lorsque Catherine et Baptiste découvrirent qu'ils pouvaient véritablement parler dans le jardin, que quelqu'un les écoutait, leur solitude trouva un soulagement inattendu. En septembre 1787, un événement physique se produisit pour la première fois. Ils travaillaient tard dans le jardin, au crépuscule, cueillant des herbes avant les gelées annoncées. Catherine voulut cueillir une plante haute, perdit l'équilibre, et Baptiste instinctivement la rattrapa pour l'empêcher de tomber. Pendant quelques secondes, ils furent très proches, ses mains posées sur ses bras. C'était un contact innocent, purement fonctionnel, mais c'était aussi la première fois depuis des années que Catherine était touchée par un homme autrement que par une stricte formalité. La première fois depuis des années que Baptiste touchait une femme sans qu'on le lui ait ordonné. Ils se séparèrent rapidement, murmurant des excuses, mais quelque chose avait changé. La barrière du tabou avait été franchie et impossible à rétablir complètement. Au cours des mois suivants, les contacts accidentels devinrent un peu moins fortuits. Le frottement des mains était devenu un outil. Baptiste aidait Catherine à se relever lorsqu'elle restait agenouillée trop longtemps et que ses jambes s'engourdissaient. Rien de délibérément sexuel, mais une intimité grandissante, une intimité qu'ils savaient tous deux dangereuse, mais à laquelle ils ne pouvaient totalement résister. En février 1788, Catherine confia à Baptiste une chose qu'elle n'avait jamais avouée à personne. Elle doutait de sa vocation, se demandant si elle avait choisi la vie religieuse par véritable appel ou par manque d'alternative. « Parfois, j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie, » dit-elle, la voix brisée. « J'ai 26 ans et je n'ai jamais vraiment vécu. Je n'ai fait qu'obéir à des règles. » Baptiste répondit honnêtement. « Au moins, tu as choisi ta prison. Moi, j'y suis né. » Ce fut un moment de reconnaissance mutuelle de leur emprisonnement, le sien par les vœux et les règles religieuses, le sien par l'esclavage, au sens propre du terme. Et dans cette reconnaissance, la dernière barrière commença à se dissoudre. En mai 1788, leur relation devint indéniablement sexuelle. Il n'y eut pas d'instant de séduction spectaculaire, mais une progression graduelle de l'intimité émotionnelle à l'intimité physique, des conversations aux caresses, aux baisers, et ainsi de suite. Cela se passa dans un petit abri de jardin, où chacun pouvait trouver l'intimité sans éveiller les soupçons. Il est important de comprendre la complexité du consentement dans ce contexte. Baptiste était esclave, Catherine était, en théorie, de son rang. Mais elle avait rompu ses vœux de chasteté, ce qui, s'il avait été découvert, l'aurait anéanti. Tous deux risquaient tout, la mort ou la vente pour lui s'il était surpris en train d'entretenir une relation avec une religieuse, l'expulsion publique et la ruine sociale pour elle. D'après leurs témoignages ultérieurs, la relation était véritablement consentie dans un contexte impossible. Deux adultes solitaires trouvant un lien humain et une intimité physique dans un lieu qui leur en était interdit. Pendant 8 mois, de mai 1788 à janvier 1789, leur relation se poursuivit en secret. Ils se rencontrèrent dans la grange 2 ou 3 fois par semaine, profitant des travaux de jardinage comme prétexte. Ni les autres domestiques, ni les religieuses ne se doutaient de rien. Baptiste et Catherine étaient d'une discrétion extrême, ne manifestant jamais de familiarité en public et conservant une parfaite formalité lorsqu'ils étaient observés. Mais en janvier 1789, Catherine comprit avec une terreur grandissante qu'elle était enceinte. Les signes étaient indéniables, des nausées matinales qu'elle pouvait à peine dissimuler, une absence de règles pendant 2 puis 3 mois et une sensibilité accrue au sein. Une terreur absolue l'envahit. La grossesse d'une religieuse était le comble du scandale, mais la grossesse d'une religieuse avec un esclave noir était un scandale décuplé par les obsessions raciales de la société. Et contrairement aux femmes laïques qui pouvaient potentiellement cacher leur grossesse ou se faire avorter discrètement, Catherine vivait sous le regard constant de 25 autres religieuses. Finalement, il lui serait impossible de dissimuler sa grossesse. Catherine a dit à Baptiste en février, la voix tremblante de peur, « Je suis enceinte, de 2 mois, peut-être 3. » Baptiste resta figé, sous le choc. « Vous en êtes absolument sûr ?»« Absolument. »
Et il est impossible de le cacher indéfiniment. Dans quelques mois, tout le monde le saura. Que ferons-nous? Demanda Baptiste, sincèrement perplexe. Je ne sais pas, admit Catherine. Si j'avoue volontairement maintenant, je serai renvoyé avec déshonneur, mais vous serez exécuté pour avoir violé une religieuse. Si je me cache et que je suis finalement découverte, le résultat est le même, mais pire, car j'aurai essayé de tromper. Il n'y a pas de bonne solution. Pendant des semaines, Catherine tenta désespérément de dissimuler sa grossesse. Elle portait des vêtements de plus en plus amples, évitait les situations où son corps serait visible et se forçait à manger malgré les nausées pour ne pas éveiller les soupçons. Mais en avril 1789, alors qu'elle était enceinte de 5 mois, la mère supérieure remarqua que Catherine semblait malade et ordonna qu'elle soit examinée par le médecin du couvent. L'examen révéla une vérité indéniable. Catherine était enceinte d'environ 5 mois. Le médecin en informa immédiatement la mère supérieure. Un scandale éclata d'abord en interne. La mère supérieure convoqua Catherine et exigea des explications. Catherine, sachant qu'il était inutile de mentir, admit sa grossesse mais refusa d'abord de nommer le père. « C'était mon péché, ma responsabilité », déclara-t-elle. Mais elle n'a pas conçu seule, dit froidement la mère supérieure. « Qui est le père? Quel homme a profané le cloître du couvent ?» Catherine savait que le silence était insupportable, mais nommer Baptiste revenait à le condamner à mort. Elle tenta de le protéger. C'était un homme extérieur au couvent. Il était venu lors d'une visite surveillée au marché. C'était un mensonge flagrant. Les religieuses ne sortaient jamais sans plusieurs escortes, et Catherine n'était pas sortie depuis des mois. La mère supérieure ne la crut pas. « Tu mens pour protéger quelqu'un. Était-ce un des esclaves? Était-ce Baptiste ?» Catherine tenta de nier, mais la mère supérieure perçut la sincérité de son hésitation. Baptiste fut immédiatement convoqué et brutalement interrogé. Sous la menace de la torture, il admit la relation mais insista sur son caractère consenti. « Sœur Catherine ne m'a jamais rien ordonné. C'était un choix mutuel. » Cette déclaration ne plaida pas en sa faveur. La société refusait de croire qu'une religieuse puisse consentir à des relations sexuelles avec un esclave. Le récit qui s'imposa immédiatement était que Baptiste, un esclave dépravé, avait séduit ou forcé une religieuse innocente, victime de cet acte. Peu importait que Catherine proteste, affirmant avoir pris l'initiative et que la relation était consentie. Personne n'y croyait, ni ne voulait y croire, car la contradiction était trop troublante. Cela aurait signifié qu'une religieuse blanche avait consciemment choisi un esclave noir, défiant ainsi ses vœux et la hiérarchie raciale. Baptiste fut immédiatement arrêté et enchaîné dans une cave en attendant son procès. Catherine fut placée à l'isolement. L'affaire fut signalée aux autorités ecclésiastiques et civiles supérieures. Le scandale se répandit rapidement à Lyon. Une religieuse enceinte d'un esclave était un scandale trop croustillant pour être passé sous silence. En mai 1789, le procès eut lieu. Baptiste fut formellement accusé de viol sur une religieuse. Un crime capital. Catherine témoigna avec passion qu'il ne s'agissait pas d'un viol, que la relation était consentie et qu'elle en était à l'initiative. Son témoignage fut ignoré. Une femme corrompue mentirait sans doute pour protéger son séducteur. Baptiste fut condamné à mort, une sentence qui devait être exécutée publiquement par pendaison. Mais alors, un événement inattendu se produisit. La Révolution française, qui avait débuté à Paris en juillet 1789 avec la prise de la Bastille, se propagea dans toute la France durant l'été et l'automne. Les idées révolutionnaires de liberté, d'égalité et de remise en question des hiérarchies traditionnelles atteignirent Lyon. Le couvent fut pris pour cible par les révolutionnaires anticléricaux, qui considéraient les institutions religieuses comme des alliés d'une aristocratie oppressive. En novembre 1789, des foules révolutionnaires prirent d'assaut le couvent, libérèrent les prisonnières, dont Baptiste, et forcèrent les religieuses à quitter les lieux, le bâtiment étant confisqué comme bien national. Dans le chaos révolutionnaire, Catherine et Baptiste s'enfuirent ensemble. Elle était enceinte de 8 mois.
Il était considéré comme un fugitif. Ils disparurent dans un Lyon de plus en plus chaotique. En décembre 1789, Catherine donna naissance dans un abri provisoire à un garçon qu'ils nommèrent Jean-Baptiste. C'était un enfant métis, à la peau nettement plus foncée que celle de sa mère. Durant les années de chaos révolutionnaire qui suivirent, Catherine et Baptiste vécurent ensemble à Lyon sous de fausses identités. Elle n'était plus religieuse, les vœux étant considérés comme nuls par le gouvernement révolutionnaire qui avait aboli les ordres religieux. Elle était simplement une femme avec un compagnon et un enfant. Baptiste n'était plus esclave. L'esclavage en France avait été de facto aboli par le chaos révolutionnaire avant d'être officiellement aboli en 1794. Ils vivaient dans la pauvreté. Catherine était couturière, Baptiste ouvrier, tous deux survivant tant bien que mal. Mais ils savaient de l'un l'autre et un fils. Dans des lettres conservées plus tard, Catherine écrivait « J'ai tout perdu, mes vœux, ma communauté religieuse, ma réputation, ma sécurité, mais j'ai gagné une véritable humanité. La vie avec Baptiste est difficile matériellement, mais c'est une vie authentique, et non l'existence réglementée que je menais auparavant. » Baptiste a peu écrit, mais a déclaré dans une interview enregistrée des années plus tard « Je suis né esclave. Je m'attendais à mourir esclave ou à être exécuté. Au lieu de cela, la Révolution m'a libéré, et je vis avec la femme que j'aime et le fils que je n'aurais jamais eu. Ce n'est pas une vie facile, mais c'est la nôtre. » Catherine mourut de la tuberculose en 1815, à l'âge de 53 ans. Baptiste vécut jusqu'en 1822. Leur fils, Jean-Baptiste, grandit sous l'Empire napoléonien, exerça le métier d'artisan, se maria et eut 4 enfants. Des descendants vivent encore aujourd'hui en France. La véritable histoire de cette grossesse est choquante, non pas parce qu'elle se résume à un simple récit de péché et de châtiment, mais parce qu'elle révèle des contradictions insolubles au sein du système. Le couvent prêchait la miséricorde tout en possédant des esclaves. Il exigeait la chasteté tout en contraignant femmes et hommes à vivre en promiscuité pendant des années. Il affirmait que les religieuses étaient des saintes, mais elles étaient humaines, solitaires, avec des besoins affectifs et physiques. Et lorsque l'humanité a inévitablement émergé, le système a puni brutalement au lieu de reconnaître avoir créé des conditions impossibles. Catherine n'était pas une victime innocente séduite, c'était une femme adulte qui a sciemment rompu ses vœux. Baptiste n'était pas un séducteur dépravé, c'était un homme réduit en esclavage, qui a trouvé un moment de connexion humaine et d'intimité. Tous deux ont fait des choix, tous deux ont tout risqué, tous deux en ont payé le prix, mais ont aussi gagné ce que le système leur refusait, une humanité pleine et entière et une véritable connexion. La grossesse a forcé la révélation de vérités que tous préféraient cacher. Les religieuses étaient humaines, les esclaves étaient humains. Les hiérarchies étaient des constructions sociales, non un ordre divin. Et face à ces vérités, le système a tenté d'éliminer les messagères. Seul le chaos révolutionnaire les a sauvés du sort que le système leur réservait, l'expulsion honteuse et l'exécution. Voici la véritable histoire. Bien plus qu'une simple romance, elle témoigne de la façon dont des êtres humains, prisonniers de systèmes inhumains, recherchent l'humanité où qu'ils la trouvent, même au prix de souffrances terribles. Elle montre comment une grossesse, en révélant l'impossible à dissimuler, a forcé la société à se poser des questions que la société préférait ignorer sur la nature du consentement, du choix et de la responsabilité, lorsque le système lui-même crée les conditions de la transgression.